que nous sommes en train de dire qu'il est opportun, il est vraiment temps de considérer un examen de soi en tant que peuple, une introspection en tant que peuple, pour savoir si notre comportement répond réellement aux exigences du développement. Et c'est pourquoi nous sommes partis par le thème nationalisme qui peut facilement démontrer la relation qu'il y a entre nationalisme et le développement. Nous voulons, dans ce contexte, réaffirmer ce que je venais de dire, qu'il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas nationalisme. Il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas nationalisme. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ça? Eh bien, on ne peut pas parler du nationalisme sans parler de la nation. Et c'est pourquoi il est impératif que je puisse d'abord très brièvement clarifier la notion de la nation, le concept de la nation. Alors, quand on parle de la nation, à quoi réellement on fait allusion? Quand on parle de la nation, on fait allusion à un groupe d'individus suffisamment large, un groupe qui accepte de vivre ensemble, qui prend conscience de leurs caractéristiques, de leurs ressemblances et décide de vivre ensemble. Donc ici, il y a une prise de conscience délibérée d'un peuple de vivre ensemble. Je l'ai dit pourquoi? Parce que nous avons déjà trouvé des populations où certaines parties de la population ont été forcées à vivre là-bas. Et c'est pourquoi dans ce cas-là, nous ne parlons pas d'une nation. Quand il y a eu force de vivre dans un contexte, il n'y a pas nation. Donc je voulais insister sur le fait que nous sommes en train de parler d'une décision volontaire de vivre ensemble. Quelles sont les caractéristiques d'une nation? Les caractéristiques d'une nation, c'est la même histoire. On doit avoir la même histoire, les mêmes passés pour prétendre appartenir à la même nation. On doit avoir la même culture. On doit avoir la même langue, la même race, la même origine ethnique, les mêmes aspirations, la même destinée. Si nous nous basons sur ces éléments, nous sommes dans le droit de dire qu'en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas une nation. Pour le moment, nous ne sommes pas encore une nation. Nous sommes plutôt une association des nations, puisque les tribus et les ethnies telles que nous les avons en RDC, ce sont elles qui répondent aux critères que nous avons jugés ici, que nous avons épinglés ici. Mais nous, en tant que peuple congolais, en général, nous ne constituons pas encore une nation. Alors, quand nous parlons d'une nation, nous devons partager tous ces éléments que j'ai énumérés ici. Je prends seulement la langue. Nous ne partageons pas la même langue. Il y a ceux qui parlent le Chiluba, il y a ceux qui parlent le Swahili, il y a ceux qui parlent le Kikongo, etc., etc. Déjà, le seul élément linguistique casse la notion de la nation par rapport à la RDC. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas une nation. Et ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Il faut qu'on en prenne conscience pour savoir comment alors devenir une nation. Nous devons reconnaître qu'il y a une différence entre une nation et un État. Nous parlons d'un État pour sous-entendre les caractères juridiques d'un tel rassemblement de populations. Et par État, nous avons 4 éléments qui définissent un État. C'est la population, les territoires, les gouvernements et la souveraineté. Sans ces 4 éléments, il n'y a pas d'État. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État palestinien n'est pas un État, même si on fait référence parfois par erreur et dire que Mahmoud Abbas est le président d'un État. Non, Mahmoud Abbas n'a jamais été président d'un État. Il est président de la communauté palestinienne, étant donné que la souveraineté de la Palestine est encore retenue par Israël. Donc, il y a une différence entre une nation et un État. Nous devons également revenir sur le fait que les caractéristiques d'une nation démontrent par excellence que la nation a des caractères, je dirais, beaucoup plus émotionnels, oui, beaucoup plus sentimental, ce qui n'est pas le cas pour l'État. Quand on parle de la nation, on touche
vraiment, dans le fin fond, on touche le cœur d'une personne quand on parle de la nation. Et c'est pourquoi nous devons reconnaître aussi qu'il y a plusieurs nations qui existent, mais qui ne sont pas des États. Ça, c'est une autre observation que nous voulions faire. On peut exister comme une nation sans être un État. C'est le cas, par exemple, des Kurdes. Les Kurdes est une population qui vit entre la Syrie et la Turquie. Vous en avez entendu parler certainement dans les informations. C'est un peuple persécuté des deux côtés, mais c'est une nation, une vraie nation. Nous pourrons également parler de la nation quand nous faisons allusion aux Catalogne. Les Catalogne, qui est entre l'Espagne et la France, représentent également une nation. Mais ce n'est pas un État. Mêmement, la Wallonie et les Flandres, la Flandre à Bruxelles, en Belgique, sont des nations. Ce ne sont pas des États. Donc, encore une fois, on peut avoir un État avec plusieurs nations. Aujourd'hui, la Belgique est composée de deux nations, les Wallons et les Flamands. Et parfois, le fait qu'il existe plusieurs nations peut devenir un obstacle au développement d'un pays. Voilà donc ce que nous voulions dire par rapport à la compréhension de la notion d'une nation. Nous devons reconnaître que toutes les fois que le peuple est concerné, que le peuple qui constitue la nation vont voir les caractéristiques de leur nation attaquées, remises en question, ils vont réagir. Ils vont réagir. Si la langue, si la couleur de la peau, si l'histoire, si la culture, si la race, si l'origine ethnique sont remises en cause, eh bien, les membres d'une nation vont toujours réagir. Et c'est ça qu'on appelle le nationalisme. Donc, le nationalisme fait référence ici à toute action visant à défendre toute atteinte, disons, à s'opposer à toute atteinte aux valeurs qui constituent la nation. Le nationalisme peut également signifier tout effort visant la promotion de ces mêmes facteurs. Donc nous pouvons, par exemple, en tant que nation, faire la promotion de notre langue, nous assurer que notre langue est vraiment répandue. Et cela devient un plus pour nous en tant que nation. Donc je suis donc en train de dire ici que, ayant compris les concepts de la nation, nous voulons maintenant expliquer comment de la nation nous passons au nationalisme. Je venais de dire que le nationalisme va insinuer tout effort visant soit à défendre les valeurs qui représentent la nation, soit la promotion de ces mêmes valeurs vis-à-vis, n'est-ce pas, d'une audience quelconque. Alors, nous savons que des peuples qui ont partagé les mêmes facteurs que nous avons identifiés ici peuvent ou se sont retrouvés à plusieurs niveaux. Prenons le cas du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le système qu'on a appelé le système vassalique ou la féodalité. La féodalité était un système où les personnes qui possédaient, qu'on appelait les seigneurs, avaient autour d'eux toute une panoplie, toute une série d'individus qui étaient soumis à leur autorité. Et ces individus, on les appelait les vassaux. Les vassaux devaient respecter le Seigneur, se soumettre à la volonté du Seigneur. Mais les vassaux, en tant que vassaux, constituaient une communauté qui partageait des valeurs que nous pouvons aujourd'hui, en spéculant, relier un peu aux valeurs que nous avons identifiées pour les nationalismes, pour la nation. Les vassaux avaient la même destinée. Les vassaux avaient la même préoccupation. Les vassaux faisaient face aux mêmes dangers. Ce qui fait que les premières révoltes que nous allons constater, ce sont les révoltes du Moyen-Âge, quand les vassaux vont se révolter contre leurs maîtres. Et ceci est le résultat d'une hiérarchie sociale qui était, en tout cas, foncièrement injuste. Donc la première catégorie de résistance par rapport à la défense des facteurs de la nation que nous observons, eh bien, c'est la résistance au Moyen-Âge, c'est le soulèvement des vassaux contre leurs seigneurs. Et ça, nous appelons un nationalisme primitif. Le deuxième exemple d'un nationalisme primitif, c'est l'esclavage.
quand les esclaves vont se révolter contre leur maître, eh bien, il s'agit également d'un nationalisme primitif, puisqu'en fait, ils avaient des valeurs qu'ils partageaient. Et ce sont ces valeurs qui ont été violées, ce sont ces valeurs qui ont été bafouées, et partant, ils ont réagi contre leur maître. Quand il s'agit de l'Afrique, s'agissant de l'Afrique, eh bien, nous pouvons également classifier parmi les nationalismes primitifs, nous avons d'un côté d'abord les résistances messianiques. Parlant des résistances messianiques, j'ai fait référence à la résistance de Kipanvita, alias Donna Béatrice, la prophétesse, qui en 1907 sera brûlée vive dans le Bas-Congo pour avoir réclamé le retour de la capitale à San Salvador. Et bien sûr, Kipanvita, alias Donna Béatrice, la prophétesse, avait également joint à ces réclamations les desiderata de ses compatriotes. La façon dont étaient traités les Congolais n'était pas acceptable par Kipanvita. Et c'est comme ça qu'elle va réagir et elle sera brûlée vive pour avoir osé réagir devant le blanc. Donc ça, c'est un exemple d'un nationalisme primitif, puisque Kipanvita a réagi pour défendre les valeurs qui définissaient sa nation. Nous allons voir la même chose en 1921 avec Papa Simon Kimbangu, qui réagit également dans le cadre de la défense de la nation congolaise, dans le cadre de la défense de la nation au Congo, dans le cadre de la défense des valeurs que nous avons liées à la nation. Et nous avons que la résistance de Papa Simon Kimbangu, est une résistance qui nous a laissé des racines et qui continue jusqu'à aujourd'hui pour démontrer sa force et sa grandeur. À la résistance de Kipanvita et de Simon Kimbangu, nous pouvons également ajouter la résistance de Kitawala. Les Kitawala étaient un groupe religieux dirigé par un certain Bushiri. Les Kitawala a surtout régné dans le nord Kivu. C'est surtout là-bas où les Kitawala, en tant que religion, a prévalu. Sous la direction de Bushiri, il y avait effectivement la réclamation similaire à la réclamation de Papa Simon Kimbangu, à la réclamation de Kitawala, à la réclamation de Kipanvita. Nous pouvons également, toujours dans le cadre de la comparaison avec le Kitawala, le Kimbanguisme et Donna Béatrice, citer également les cas du Kenya. Au Kenya, nous aurons ce qu'on va appeler les dînes ya Musambwa. Musambwa, c'est un pasteur Luhya. Les Luhya, c'est un peuplade du Kenya qui vit à l'ouest du Kenya. Et Musambwa avait effectivement organisé ces populations pour réclamer les mêmes choses que nous avons identifiées avec les autres. Donc, jusqu'ici, nous sommes en train de donner des exemples pour illustrer ce que nous appelons la résistance messianique, qui est en fait une illustration du nationalisme primitif. À cela, nous devons ajouter que, à part la résistance à caractère messianique, nous avons également eu des résistances à caractère paysan. Les résistances à caractère paysan, nous les avons par exemple en Namibie. Le peuple Herero de la Namibie va résister contre l'exploitation allemande et ceci se passe en 1904. Dans le fond, s'il vous plaît, dans le fond, un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a un professeur ordinaire qui vous parle, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donnez-moi la chance de finir ce papier, c'est vous qui allez en profiter. Nous sommes des scientifiques, pour l'amour du ciel. Échangeons comme des scientifiques. Échangeons comme des scientifiques. C'est une faveur que d'avoir quelqu'un qui prend son temps, un professeur ordinaire, pour venir partager avec vous un sujet. Pour l'amour du ciel, please. Alors, je suis donc en train de vouloir illustrer une autre forme de résistance que je catégorise comme la résistance paysanne. Et le premier exemple de cette résistance, c'est les Herero de la Namibie qui vont se révolter en 1904 contre l'exploitation allemande. Ils seront tirés comme des mouches quand les Allemands réagissent, mais le message aura passé. Nous avons, après cela, en 1952, nous
Nous avons la révolte des Mau Mau au Kenya. Les Mau Mau, c'est un peuple qui est lié à la tribu Gikuyu. Les Gikuyu, c'est notamment la tribu de l'actuel président du Kenya, Jomo Kenyatta, et c'est la tribu la plus élargie. Et les Mau Mau étaient en fait des paysans qui sont organisés pour frapper les plantations britanniques, frapper les Britanniques, leurs femmes, leurs enfants, en guise de réponse à l'exploitation dont ils étaient victimes. Troisième exemple, qui va même bien avant, en 1897, nous avons la révolte des Batetela. Les Batetela se sont opposés farouchement à l'exploitation belge. Des troupes militaires belges, notamment des garnisons dirigées par les commandants d'Anis, vont tirer les Batetela comme des mouches aussi. Mais les Batetela vont réagir très fort pour se venger et leur réaction va entrer dans l'histoire du nationalisme primitif. J'ai voulu donc donner ces 6 exemples. D'un côté, la résistance à caractère messianique, de l'autre côté, la résistance à caractère paysan, pour illustrer ce que nous avons appelé les nationalismes primitifs. On voit donc ici que le phénomène nationalisme va se transformer avec le temps. Étant donné les types d'échecs que certaines résistances vont récolter, ils vont essayer de revisiter leur stratégie. Mais nous devons souligner à ce point que la notion du nationalisme va changer d'interprétation ou de connotation ou même de poids lorsque, en 1945, la charte de l'ONU, au chapitre 11, va proclamer l'autodétermination comme un droit de chaque peuple qui se veut peuple, qui se veut nation. Donc, en d'autres termes, les Nations Unies donnent un feu vert en disant tout peuple, tant que vous vous reconnaissez comme une nation, vous avez le droit de réclamer votre autodétermination et on devrait vous l'accorder. Cela va être tel que ce message de 1945 va servir de tremplin pour la lutte pour les indépendances. Puisque nous savons que déjà en 1945, les tensions par rapport aux indépendances sont déjà visibles dans certaines populations. Et c'est comme ça que la Déclaration des Nations Unies devient un plus dans le cadre de la lutte contre l'exploitation, contre la colonisation. Et c'est comme ça que les États-nations vont, notamment en Afrique, les États, plutôt pas les nations, les États, vont s'organiser autour de ces modèles de nationalisme pour réclamer leur émancipation. Et c'est à ce niveau que la lutte pour les indépendances va commencer. Quand nous parlons de la lutte pour l'indépendance, eh bien nous devons reconnaître que pour une fois, il y a une forte galvanisation des populations africaines autour de la cause de l'indépendance. C'est-à-dire, bien que nous avions affaire à une multitude de tribus, la magnitude de la cause, l'importance de la cause sera telle que les frictions entre tribus vont être dépassées. Et tout le monde va voir la cause nationale. Et c'est pourquoi, pour la première fois, nous avons le nationalisme politique qui sert de facteur de galvanisation, de facteur de rassemblement. Et c'est grâce à ces rassemblements qu'effectivement, la lutte pour l'indépendance sera gagnée. Malheureusement, juste au lendemain des indépendances, nous voyons la résurgence des nations. Et c'est comme ça que, dans le cas de la RDC, nous aurons des tentatives séparatistes, avec Kalonji Moulokwe dans le Kasaï, par exemple, qui veut se séparer de la RDC au lendemain de l'indépendance. Nous aurons la même tendance avec les Katanga de Tchombe. Donc, on voit encore une fois, ce que j'ai dit auparavant, que la RDC n'était pas une nation, c'était une association de nations. Même si on a pu voir la galvanisation, la mobilisation à la veille des indépendances, eh bien, c'est la cause qui était poursuivie qui explique cette galvanisation. Mais aussitôt que la cause est obtenue, on revient
dans sa propre tribu, on revient dans sa propre province, d'où les tentatives de séparation que nous avons connues. Ainsi donc, à ce point, nous sommes en train de dire que le nationalisme au lendemain des indépendances, ce n'est pas un nationalisme unificateur, c'est un nationalisme divisionnaire, un nationalisme qui, en fait, engendre la séparation des peuples. Quand nous accédons à l'indépendance, il est proclamé notre libération du colonisateur. Malheureusement, le lendemain des indépendances sera caractérisé par la trahison des peuples africains en général, des peuples congolais en particulier, par les élites congolaises. Les élites congolaises vont entrer en contrat clandestin avec les puissances étrangères pour exploiter le Congo, mais cette fois en utilisant nos propres frères. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Donc nous voyons le néocolonialisme au lendemain des indépendances à cause de cette faiblesse par rapport à la création de la nation. Puisque les préoccupations du commun des mortels, ce n'est pas le bien-être de tout le monde, c'est le bien-être de ma tribu, c'est le bien-être de mon ethnie, de ma province. Et c'est ça qu'on voit au lendemain des indépendances. Un autre phénomène qui va se manifester avec ce modèle de vie, ça sera les frictions. Il y aura des frictions entre les colonisateurs devenus néocolonisateurs et l'élite congolaise. Les frictions vont advenir soit par rapport aux demandes exagérées des forces étrangères vis-à-vis de nos minéraux par exemple, ainsi de suite. Mais chaque fois, quand il y a entente, ces élites sont en train de vendre nos richesses à des vils prix, au bénéfice de leurs propres intérêts. C'est ça le système que nous avons au lendemain des indépendances, où les élites vont trahir notre peuple. Les mêmes élites, lorsqu'il y a friction, qu'est-ce qu'elles vont faire? Les mêmes élites vont venir vers le peuple pour dire « Hé, regardez, ils veulent encore venir nous exploiter. Venez autour de moi pour les combattre. » En d'autres termes, ils vont utiliser le nationalisme politique pour solliciter une galvanisation du peuple pour combattre leur propre maître quand il y a mésentente. Et là encore, nous disons que le nationalisme politique est en train d'être mal utilisé. Le nationalisme politique sera également mal utilisé par des individus et des groupes d'individus. Nous allons voir ce phénomène surtout en RDC à partir de 1998 à 2003. Et ce même phénomène va se manifester également dans d'autres pays africains, où des individus prétendant parler au nom du peuple, prétendant parler au nom de leur communauté, seront en réalité en train de parler pour eux-mêmes ou pour des groupes très réduits. C'est le cas par exemple du Boko Haram. Le Boko Haram au Nigeria, quand vous parlez aux acteurs de Boko Haram, ils vous disent nous sommes en train de défendre le peuple. Alors que ce sont ces mêmes gens qui sont en train de massacrer le peuple comme des mouches. Et ils font cette guerre, soi-disant, au nom du nationalisme, au nom de la défense des valeurs que nous avons liées au nationalisme. C'est le même cas avec Ansardine, même cas avec les MNLA, Touareg ou le Mouvement national pour la libération de l'Azawad. C'est le même cas avec les Moudjao, c'est le même cas avec l'ACMI et les groupes djihadistes et islamistes dans le cadre du Mali. C'est le même cas avec l'Al-Shabaab qui opère en Somalie, c'est le même cas avec les M23 que nous avons connus dans notre propre pays. Même chose avec le mouvement Maïmaï ainsi que les RCD Goma et les CNDP de Laurent Kunda. Nous pouvons classifier toutes ces organisations de bandits comme étant des individus qui ont prétendu vouloir articuler les valeurs du peuple, qui ont prétendu vouloir défendre le peuple, mais en réalité, c'était des gens qui défendaient leurs propres intérêts, des enrichissements illicites au nom du nationalisme politique. Donc, nous sommes en train de dire ici que deux exemples démontrent des mauvais usages du nationalisme politique. Et cela est fait volontairement, mais également
c'est la conséquence de l'absence de la nation. La nation n'est pas là jusque-là. Néanmoins, à partir de 1989, notamment à partir du 9 septembre 1989, cette date marque la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin va nous exposer à d'autres circonstances où on va voir comment le nationalisme sera utilisé positivement pour corroborer ce que nous avons initialement mentionné, notamment la défense des intérêts du peuple. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, l'Europe va connaître une résurgence des sentiments ethniques, des sentiments religieux, qui étaient pendant longtemps étouffés dans les États où certaines communautés ne voulaient pas habiter, mais étaient forcées d'habiter. Je pense ici notamment à l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je pense également à la Yougoslavie de l'Europe de l'Est. Ce sont des pays qui étaient composés des nations, mais des nations qui étaient forcées à vivre dans ce pays. Et c'est pourquoi, quand le mur de Berlin tombe, eh bien, toutes ces nations se sentent libérées et sautent sur l'occasion pour proclamer leur indépendance. Et c'est comme ça que nous aurons la naissance de Monténégro. Monténégro, Serbie, Croatie, Lituanie sont des nations, des vrais États-nations. Pourquoi? Puisque pour la Lituanie, pour la Serbie, pour la Croatie, pour le Monténégro, la nation a été constituée avant que l'État ne soit constitué. Donc, dès que cette nation réclame l'indépendance, ça devient alors l'État-nation. Et c'est pourquoi dans la littérature, vous allez parfois trouver le terme État-nation. C'est un terme qui n'est pas le substitut de l'État. Non. L'État-nation n'est pas égal à un État. Il y a des États qui ne sont pas des nations, comme je l'ai dit. Il y a des nations qui ne sont pas des États. Alors, je suis donc en train de démontrer ici que, au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y a réellement l'émergence des États-nations qui sont fondés sur les nationalismes politiques. Mais un nationalisme politique positivement utilisé. Je dois cependant reconnaître que les nationalismes politiques, tels que nous l'avons observé en Europe de l'Est, va s'opérationnaliser avec quelques petites blessures à gauche et à droite. C'est comme ça, par exemple, que nous aurons l'épuration ethnique. Nous aurons des personnes en Europe de l'Est qui seront enfermées dans des clôtures comme des moutons, comme des bétails, seulement puisqu'ils sont d'une ethnie différente. C'est le cas des massacres de Srebrenica, c'est le cas des massacres de Zagreb, c'est le cas des massacres de Banja Luka et c'est le cas des massacres de Vukovar dans l'ex-Yougoslavie. Ces massacres vont donner lieu à la création de la Cour pénale internationale pour la Yougoslavie, une cour qui va arrêter le président de la Serbie, M. Slobodan Milosevic, et ce dernier va mourir en prison de la Serbie. Donc, j'étais là, jusque-là, en fait, en train de démontrer l'évolution du concept du nationalisme. Comment le nationalisme commence par être primitif, comment il devient un nationalisme de réclamation, un nationalisme de réclamation politique et puis un nationalisme politique. Nous devons donc, à ce niveau, faire observer que le nationalisme est un concept difficile à comprendre, étant donné la manière dont il nous a été présenté jusque-là. Les difficultés dans la compréhension du concept du nationalisme peuvent être retrouvées à deux niveaux. Premier niveau, il y a des difficultés, pourquoi? Parce que la plupart des fois, les personnes qui sont impliquées dans les discussions du terme nationalisme sont des personnes qui utilisent parfois des langages complexes, des langages difficiles à comprendre par les communs des mortels. Les mamans Malewa ou les mamans qui vendent le Makala auront difficile à comprendre le langage qui est énorme dans cette salle. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui doivent comprendre le nationalisme. Donc, nous avons une première difficulté où l'élite s'empare du terme. They hijack the term. L'élite, en fait,
semble, s'accapare, monopolise les termes. Et cela fait que les communs des mortels ne parviennent pas à comprendre le vrai contexte du nationalisme. Et c'est pourquoi nous avons ici chez nous au Congo beaucoup des aventuriers qui passent à la télévision, qui passent dans les médias pour se réclamer nationaliste. Mais c'est sur quelle base vous réclamez nationalisme? Oh non, je suis membre de Palou. Être membre de Palou ne suffit pas pour se prétendre nationaliste. Le nationalisme a donc été mal utilisé et a donné lieu à toute une pléthore d'interprétations de ces termes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous retrouvons plusieurs catégories de nationalisme. Nous avons le nationalisme économique, le nationalisme politique, le nationalisme ethnique, le nationalisme culturel, le nationalisme de domination, le nationalisme de conservation, et la liste continue. À mon sens, tout cela ne peut que prêter à confusion. Et c'est ça l'objet de cette conférence. Cette conférence avait pour finalité de vous démontrer d'abord les failles qu'il y a dans l'interprétation du terme nationaliste et nationalisme, et de finir par proposer un modèle qui soit plus intelligible, plus compréhensible, facile à opérationnaliser dans le cas de la jouissance, n'est-ce pas, de ces facteurs que nous avons liés à la nation. Et c'est pourquoi, à ce niveau, je voudrais, avant de continuer, vous donner quelques références des auteurs qui ont facilité la compréhension dans les catégories comparatives de ces termes. Je pense ici notamment à Bénédicte Anderson. Si vous allez sur le Google, vous mettez Bénédicte Anderson, ça va sortir 1996 avec un bel ouvrage en cette matière. Même chose pour Ernest Goerne, Raoul Giraldet, Hoffman, Eric Bernard Michael, Anne-Marie Tikas, nous avons Edouard Saïd et Denis Bonnière, et enfin Samuel P. Huntington, qui sont des savants, des philosophes en politique comparée, et donc les contributions ont été indispensables dans la compréhension de toutes ces variétés que nous avons liées au contexte nationalisme. Et c'est à ce niveau finalement que nous voulons nous proposer le modèle que nous estimons être le meilleur pour nous en tant que pays et qui puisse éventuellement nous mener au développement. Et c'est dans ce sens que nous vous présentons le nationalisme pragmatique. Le nationalisme pragmatique, c'est le modèle que nous pensons, après avoir parcouru tous ces modèles, serait vraiment idéal pour le développement de la RDC. En quoi consiste le nationalisme pragmatique? Eh bien, le nationalisme pragmatique signifie tout simplement tout raisonnement, toute attitude, tout comportement, tout état d'esprit, tout état d'âme, toute action dont les ramifications contribuent directement ou indirectement au bien-être de la communauté. C'est ça le nationalisme. Un nationalisme qui vous engage à agir pour les besoins, pour l'intérêt de la communauté. C'est ça un nationalisme qui peut réellement nous amener au développement. Le nationalisme dont nous avons parlé auparavant était le nationalisme spéculatif. Le nationalisme qui en fait était seulement dans la dialectique, sans pour autant nous amener à des propositions que nous pouvons opérationnaliser pour transformer ce pays. Et c'est pourquoi, à ce sujet, nous devons dire ici que le nationalisme pragmatique est fondé sur l'action pour la communauté. En d'autres termes, vous devez poser une action pas d'une façon ponctuelle, mais d'une façon continue pour réclamer le statut de nationaliste. Et ces actions doivent avoir un impact dans votre entourage. Il peut s'agir de l'entourage familial, il peut s'agir de l'entourage à l'auditoire, comme c'est le cas maintenant, il peut s'agir de l'entourage au bureau, à l'église, au lieu de culte, etc. Nous sommes tout simplement en train de dire, nous devons prendre conscience que nous, en tant que peuple, agissons rarement pour la communauté, pour la cause commune.
souvent pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Et cela est une des raisons, si pas la raison principale, du retard de développement que nous avons, nous, en tant que peuple. Et malheureusement, ce même phénomène est en train de s'observer partout où il y a des populations noires. C'est comme si on a des problèmes. On ne sait pas prendre nos responsabilités citoyennes au sérieux. Le simple fait d'être étudiant, moi je dois chaque fois me battre avec mes étudiants pour qu'on achète les syllabus. L'étudiant doit prendre les syllabus comme le soldat prend son arme. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On doit se battre pour que les gens remettent le TP. Rappeler une fois, deux fois. Donc, je suis seulement en train de dire ici que l'action pour la communauté est encore dans notre mentalité, dans nos mentalités. Et notre interpellation d'aujourd'hui, c'est de vous solliciter, de vous dire, si vous prétendez réellement être la jeunesse qui va changer ce pays, commencez à changer maintenant. Commencez à changer maintenant, ici à l'auditoire même. J'ai été choqué quand dans ma classe de G3, les CP me dit au prof, ne laisse pas le téléphone là-bas. Moi je dis, pourquoi je ne dois pas laisser? Je dis, oh non, ça peut disparaître. Moi je dis, tu es sérieux? Oh oui, on peut voler ça. Moi je dis, ah bon? Donc il y a des voleurs à l'auditoire. Ah oui, il y a des étudiants qui ont pris leur téléphone dans l'auditoire. Jamais vu, jamais entendu qu'à l'université, on peut se faire piquer un téléphone à l'auditoire. Et c'est là où je suis en train de dire, ça peut bien apparaître des exemples banals, mais en réalité, ce sont des exemples pour nous interpeller, qu'il est temps de changer. Il est temps de changer. Le simple fait de respecter un professeur ordinaire qui vous fait une conférence, les gens qui continuent à faire du bruit dans le fond, c'est ça qu'on demande, un peu de sérieux, un peu de changement, qu'on sente réellement qu'on a affaire à des intellectuels, pas à des balades, pas aux gens de la rue, à des chèques. On doit changer, chers camarades. Et si vous ne changez pas, alors ce pays est foutu. Ce pays est foutu. Je vous donne un exemple. Je suis en train de présenter cette conférence dans cette salle, puisque le président du comité des étudiants de l'IPC m'a trompé. Vous imaginez, on se parle la semaine passée, on s'entend très bien. Il dit, imprimez les affiches, nous allons nous charger de préparer les étudiants de la salle et qu'on sort. On arrive ici, après avoir envoyé les fiches qu'on a mis un peu partout, nous trouvons la salle fermée. On appelle la personne, elle ne prend pas le téléphone. J'appelle les doyens. Les doyens commencent à l'appeler, le doyen me dit, il ne prend pas le téléphone. Je cherche un deuxième numéro. On trouve un deuxième numéro, on l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Pourquoi? Puisqu'il m'a demandé de l'argent pour venir parler ici. Et moi je lui ai dit, je suis un professeur ordinaire, je vous apporte la science, vous voulez me faire payer pour ça? Vous êtes malade ou comment? Et si ce serait fâché pour ça, je ne sais pas. Mais c'est ce qui explique ce que je suis en train de dire. Des étudiants d'université qui veulent tromper un professeur, qui fuient une conférence, qui va leur donner encore beaucoup de matière pour se renforcer en tant qu'étudiant. Ça c'est quel monde ça? Ça c'est le monde à l'envers, chers camarades. Faisons une introspection, réévaluons nous-mêmes et demandons-nous si notre comportement reflète réellement ce que nous devons être. Et c'est pourquoi, à ce niveau donc, j'ai voulu seulement faire cette digression pour illustrer ce que je suis en train de dire. L'action pour la communauté est le dénominateur commun du nationalisme pragmatique. C'est le plus petit dénominateur commun qui est la référence pour dire et là-bas il y a nationalisme, là-bas il n'y en a pas. Pourquoi? Puisqu'il y a des preuves, il y a des références, il y a des actions qui ont été posées pour corroborer
ces nationalismes. Voilà pourquoi le nationalisme pragmatique que nous vous proposons va de pair avec la responsabilité citoyenne, va de pair avec la nouvelle citoyenneté. Quand nous parlons de la nouvelle citoyenneté, nous sommes en train de dire que la précédente a échoué. Sinon, on n'aurait pas besoin d'une nouvelle citoyenneté si celle qui était là était bonne. Donc, nous sommes en train de reconnaître l'échec des générations qui nous ont précédés. Surtout vous, l'audience. Vous êtes en train, par la politique de la nouvelle citoyenneté, en train de reconnaître que la citoyenneté précédente a été un échec pour ce pays. Et ceci réaffirme davantage votre responsabilité en tant que gestionnaire de demain. Ainsi donc, je voudrais, à ce niveau, donner les 3 piliers qui sont les soutiens, si vous voulez, du nationalisme pragmatique. Premièrement, il y a la perspective afrocentriste. La perspective afrocentriste. Pour parler de l'afrocentrisme, je voudrais d'abord citer ces quelques auteurs. Il s'agit notamment de Hassan Temole Fikete, 1998, c'est un noir américain qui a adopté un nom africain. Maulana Karenga, 1967, noir américain également. Ken Hoopfeld, 94, Annie Marimba, 94, Ted Kershaw, 92, Harold Anthony Henderson, 95, et ce sont ces gens qui ont fourni la matière qui nous a servi de référence pour articuler cette philosophie de afrocentrisme. Quand nous parlons de l'afrocentrisme, autrement identifié comme afrocentricité, nous parlons d'une idéologie qui réclame la centralité de l'Afrique dans tout raisonnement. C'est ça l'afrocentrisme, la centralité de l'Afrique dans tout raisonnement. Qu'il s'agisse des raisonnements à caractère scientifique, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse de la politique, de la technologie, eh bien, que l'Afrique soit au centre de tout raisonnement. Nous devons souligner ici que l'afrocentrisme tire ses racines de la diaspora noire aux États-Unis et dans les Caraïbes. Cette diaspora s'était inspirée du panafricanisme et de la négritude pour aboutir à des propositions qui sont liées donc, à cette philosophie de l'afrocentrisme. Nous devons cependant reconnaître qu'initialement, l'afrocentrisme apparaît comme une réaction à l'eurocentrisme. L'eurocentrisme étant également une philosophie proposée par l'homme blanc et qui a pour finalité de minimiser ou mieux encore rejeter toute contribution de l'homme noir à la civilisation universelle. C'est ça l'eurocentrisme. Et c'est pourquoi il a fallu que les Noirs réagissent pour combattre cette négation du noir, cette négation de la contribution des Noirs. Je dois vous dire aujourd'hui que je vis à Orlando, en Floride, et ces derniers temps, nous avons connu quand même une attention qui commence à être accordée aux inventions qui ont été faites par les Noirs. Mais généralement, vous n'êtes pas au courant de combien de trucs les Noirs ont inventés. Pourquoi plus c'est étouffé? C'est étouffé expressement par les Blancs. C'est ainsi par exemple que les GPS que nous utilisons dans les voitures, GPS pour conduire n'importe où, c'est l'invention d'une noire américaine et GPS. Mais personne ne vous le dira. L'ascenseur inventé par les Noirs. Donc il y a toute une liste d'inventions des Noirs, mais qui ne sont pas portées à notre attention. Pourquoi? Puisque la race blanche, par le truchement de l'eurocentrisme, veut continuer à avoir cette suprématie sur nous. Et c'est pourquoi la lutte afrocentriste est une lutte que vous devez également embrasser. Être à même de défendre la race noire aujourd'hui, demain, partout où vous êtes. Ne permettez pas à un petit Indien qui est venu, je ne sais pas de quel coin de l'Inde, il vient ici, il commence à marcher sur vous commencez à l'appeler un Mundele alors que c'était un petit pauvre Indien. Vous devez stopper avec le esprit.
On a des Pakistanais qui viennent se faire couler parole ici, sont pauvres chez eux. Allez en Inde, il y a des pauvres à chaque coin de la rue. Et ils viennent ici, ils deviennent des mondains. Donc, encore une fois, notre interpellation à partir de la philosophie afrocentriste est une interpellation permanente. Elle n'est pas ponctuelle, elle n'est pas temporaire, elle est permanente. Et c'est pourquoi nous pouvons capitaliser la jeunesse congolaise pour s'assurer que, en ce qui concerne les Congos, vous allez défendre les Congolais devant toutes les dominations étrangères, que ce soit sur notre territoire, que ce soit en dehors de notre territoire. Mais nous devons ajouter à ce niveau que, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'afrocentrisme par rapport à l'autodétermination qui nous est recommandée vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis du développement, nous devons savoir comment matérialiser ça. Et pour ce faire, j'ai fait allusion à la philosophie qu'on appelle la philosophie de l'Ubuntu. Ubuntu, c'est une philosophie qui est née en Afrique, qui a été perçue par certains auteurs comme étant la réflexion de la spiritualité de l'humanisme africain. C'est ça l'Ubuntu, qu'on appelle aussi Ubuntuisme. L'Ubuntu est une approche qui a pour priorité de valoriser les nous sur les moi. C'est-à-dire, les nous viennent avant les moi. C'est ça l'Ubuntu. La communauté vient avant moi. Tout acte que je pose, ça doit être pour l'amélioration de la communauté, puisque quand la communauté s'améliore, c'est moi qui ai amélioré par ricochet. Quand la communauté va bien, c'est moi qui vais bien nécessairement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire ici qu'il s'agit d'un état d'esprit. C'est pourquoi nous parlons d'une spiritualité qui a prévalu dans les communautés africaines depuis des temps immémoriaux. Et c'est pourquoi l'Afrique a à un certain moment été référencée comme les continents les plus hospitaliers. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je suis en train ici de vous dire que pour la matérialisation de l'afrocentrisme, nous pouvons passer par l'Ubuntu pour voir comment ça se traduit à l'action. Et je suis en train de dire que par Ubuntu, nous devons comprendre une approche qui nous appelle à prioriser les nous, la communauté, sur les moi. Dans l'Ubuntu, on dit Niboa Lutuji. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Minikwa Kusabutuko. Je suis parce que nous sommes. Donc on voit ici que la préoccupation de l'Ubuntu, c'est de nous inculquer une mentalité qui fait que nous puissions prioriser le bien-être des autres, le bien-être de nous par rapport à nous-mêmes, le bien-être de nous par rapport au moi. Et vous devez comprendre cela. Pourquoi? Parce que notre vie n'a pas de sens si ce n'est pas dans les yeux des autres. Si vous devez aimer, vous ne pouvez qu'aimer une autre personne. Si vous êtes aimé, vous ne pouvez qu'être aimé par une autre personne. Donc, l'amour, dans ce sens, n'a pas de sens au point de vue individuel. L'amour n'a de sens que dans un contexte relationnel. Je peux vous dire, ah, une jolie chemise. Il faut que ça soit moi, un individu comme toi, qui puisse faire cette observation. Un arbre ne va pas vous voir passer, ah, une jolie chemise, monsieur. L'arbre ne parle pas pour commencer. Donc, je suis tout simplement en train de dire que l'esprit de l'Ubuntu est en train de nous démontrer comment notre vie n'a de sens que si perçue dans le contexte de l'autre personne.
Et de ce fait, la valorisation de l'autre personne devient notre propre valorisation. Et c'est pourquoi nous sommes favorables à cette philosophie de l'Ubuntu qui est fondée sur les prescrits suivants. La générosité humaine, la compassion humaine, le respect de l'humanisme représenté dans d'autres êtres humains, la promotion de l'entente mutuelle, le maintien des attitudes positives, la galanterie, l'estime de soi, le respect de la dignité humaine, la promotion des civilités et des relations civilisées, la priorisation du dialogue à la confrontation, pour ne citer que ça. Il s'agit là de prescrits qui sont liés à l'Ubuntu et qui, si adoptés, peuvent transformer notre vie. Et non, la gentillesse, la sagesse vis-à-vis de notre personne, ça ne peut que rendre la communauté beaucoup plus joyeuse. Deuxième élément, dans le cadre de la concrétisation du nationalisme pragmatique, eh bien, c'est la perspective paroissiale. La perspective paroissiale fait référence à quoi? Eh bien, elle fait référence à la localisation de l'action pour la communauté qui est le dénominateur commun du nationalisme pragmatique. Nous sommes en train de dire ici que pour poser l'action pour la communauté, on doit la poser partout où on peut se trouver, que ce soit dans un bus, que ce soit à l'auditoire, que ce soit dans un culte, eh bien, on peut poser des bons actes partout où on peut se retrouver. Et c'est pourquoi il est difficile de se dérober de la notion du nationalisme pragmatique. On ne peut pas dire non, non, moi je suis handicapé et par exemple je ne peux pas poser d'actes positifs. Archi faux. Archi faux. Oh non, moi je ne vois pas très bien et par exemple je ne peux pas agir. Archi faux. Oh non, moi je suis célibataire et par exemple, non. L'action pour la communauté n'a pas d'état civil, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas d'âge. L'action pour la communauté est ouverte à tout le monde. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous vous demandons de commencer à agir. Soyez gentils à la personne qui est à côté de vous. Soyez galant vis-à-vis du professeur. Remplissez vos devoirs en tant qu'étudiant et stoppez de chercher des excuses à gauche, à droite. Ne séchez pas les cours. Achetez vos syllabus, pas seulement les acheter, mais les lire, il les lit jusqu'à la fin. Je suis en train de trouver en deuxième licence des étudiants qui n'ont jamais parcouru un syllabus, ils les lisent jusqu'à la fin. Pas un étudiant, pas deux, pas trois. Plusieurs. Et ce sont des individus comme ça qu'on envoie dans la société pour transformer la société. Nous sommes foutus en tant que pays. Si c'est ça qu'on peut capitaliser comme élément pour transformer la RDC. Donc, parlant de la perspective paroissiale, nous sommes tout simplement en train d'insister sur le fait que l'action pour la communauté peut être posée par n'importe qui, n'importe où. Dans votre famille, par exemple, soyez la lumière dans la famille. Soyez la source de la gentillesse dans la famille. Ne parlez pas méchamment aux parents. Ne parlez pas méchamment à votre frère dans la famille. Soyez galant vis-à-vis des autres. Et tout cela est faisable. Tout cela est faisable, chers camarades. Et c'est pourquoi nous disons que la perspective paroissiale nous invite à agir localement. Nous devons savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir ministre. Ce n'est pas tout le monde qui doit être dans des positions d'autorité pour poser des actes qui impactent tout le monde. Non. Posons des actes qui puissent impacter ce qu'ils peuvent impacter dans notre environnement immédiat. Et laissons le reste aux autres. Imaginez si vous posez des bons actes, l'autre pose. Finalement, nous aurons une communauté de gens en train de poser des bons actes. Et c'est cela le tremplin pour la transformation de notre pays. Troisième perspective, la perspective progressiste.
Pour dire quoi? Pour dire que toute action qui est posée pour la communauté doit être une action qui puisse contribuer au progrès de la communauté. Ça ne vaudrait pas la peine de vouloir agir pour la communauté, mais dans un mauvais sens. Ce n'est pas ce qu'on est en train de solliciter. Nous sollicitons des actes constructifs, des actes qui contribuent à renforcer la communauté, à renforcer les membres de la communauté, puisque c'est faisable. Moi, je vis aux États-Unis et moi, je peux vous dire que les Américains sont en train de vivre comme ça. Malgré les quelques difficultés qu'on peut avoir, on a tué des gens là-bas, on a tiré sur les gens là-bas. Ça, c'est tout à fait normal. Moi-même, je suis favorable au port d'armes. J'ai moi-même une arme, donc je comprends qu'on doit se protéger. Mais au-delà de ces quelques escarmouches, le peuple américain, c'est un peuple qui aime terriblement son pays. C'est un peuple qui s'aime terriblement. Et c'est pourquoi vous arrivez aux États-Unis aujourd'hui, vous n'avez rien sur vous, vous allez voir 10 personnes qui vous approchent pour vous aider. Pour vous aider. Tandis qu'ici au Congo, vous faites un accident, les gens se rient sur vous pour vous piquer ce qu'il y a dans la poche. Vous allez faire un accident. Comment on va construire un pays de cette façon-là? Pour ceux qui conduisent, qui sont dans la salle, vous savez la folie qu'il y a sur la route. On ne sait pas conduire ici à Kinshasa. Conduire, c'est devenu une source de la dépression. Chaque fois, c'est derrière le volant, ce sont des tracasseries à gauche, à droite. Tantôt, c'est une personne qui passe. Tantôt, c'est une pousse-pousse qui passe. Tantôt, finalement, on est où ici? Un désordre total. Et nous sommes en train de dire que tout cela est dû au comportement des citoyens congolais. Et c'est pourquoi, sans changer les comportements, on peut vous amener 10 Fachi, on peut vous amener des Fachi et des Fachi. Vous n'irez nulle part en tant que peuple. On n'ira nulle part en tant que peuple si on ne change pas de mentalité. Si on ne se comporte pas comme des citoyens responsables, on n'ira nulle part. Ne vous faites pas d'illusions. Et c'est pourquoi votre responsabilité en tant que citoyen consiste aussi en la remise en question de l'État. Remettre l'État en question. On nous a parlé de 100 jours. Qu'est-ce que nous avons vu pour les 100 jours? Est-ce que c'était réaliste de dire qu'on va faire quelque chose dans 100 jours quand on n'a rien hérité? Donc, encore une fois, nous sommes tout simplement en train de dire ici que le nationalisme pragmatique est fondé sur 3 piliers. Les piliers afrocentristes que nous avons expliqués, les piliers liés au progrès, on ne pose l'action que pour le progrès, et bien sûr les piliers paroissial qui fait référence à la localisation de l'action. Et nous sommes en train de dire ici que tout ceci s'opérationnalise par le truchement de la philosophie de l'Ubuntu. La philosophie de l'Ubuntu est surtout défendue par le révérend archevêque Desmond Tutu de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix 1984. Et c'est dans ce sens que l'Ubuntu acquiert une connotation ontologique. Pourquoi? Puisque ce que préconise l'Ubuntu n'est pas différent de ce qu'on nous dit dans différentes religions. Aimer les autres, travailler pour la communauté, assister la communauté autant que vous pouvez, trouver du temps pour les malades, ainsi de suite. Voilà, chers camarades, la quintessence de notre présentation. L'Afrique au centre de tout raisonnement. Et c'est une interpellation permanente. Et vous avez dit qu'il faut que l'homme noir arrive à valoriser ses potentiels et valoriser ses innovations. Vous avez dit que l'homme noir doit destiner le ressources. Ma question est la suivante. Lorsque vous avez parlé
patriotique, d'une manière pratique. Ok, merci. Des indicateurs, c'est-à-dire des rapprochements qui peuvent être faits entre deux concepts. Et pour vous qui êtes dans cette faculté, à ce qu'on appelle le rapport Doing Business, que la Banque mondiale publie chaque année, où en définitive on essaie un peu de classer les pays en fonction du niveau d'attractivité, en fonction du niveau de la facilité de faire des affaires. La RDC, lors du dernier rapport, est pratiquement 184e sur 190e. Et quand vous regardez les pays les plus développés, qui sont généralement ceux dans lesquels il est facile de faire les affaires, vous vous rendrez compte que ces pays se caractérisent d'abord par une chose, le civisme fiscal, qui est généralement la première source des revenus. Regardez ce qui est arrivé à Carlos Ghosn, un capitaine d'industrie qui est pratiquement humilié par l'industrie japonaise pour avoir fraudé le fisc. Pourquoi ces pays-là sont très regardants sur le fisc, par exemple? C'est parce que chacun a intégré le fait que si je fraude à l'impôt, si je ne paye pas à l'impôt, l'État n'aura pas les moyens de pouvoir venir en aide à la communauté. C'est parce que les autres ont contribué que moi, je peux bénéficier des infrastructures, de certaines faveurs vis-à-vis de la communauté. Et donc, quand je suis inconscient, quand je fraude à l'État, eh bien, l'État manque de moyens justement pour subvenir à ça. Et donc, vous vous rendrez compte que, un peu comme a dit le professeur, ce que Donald Trump est en train de refaire, le jeu sur le commerce international, pour voir un peu comment l'Amérique peut bénéficier davantage de l'échange. Quand vous voyez un peu ce que la Chine est en train de faire, avec l'armement et la dévaluation du yuan, vous vous rendrez compte en fin de compte que c'est toujours à l'avantage de la nation, c'est toujours pour permettre à la nation d'avoir davantage de ressources. Quand la Chine a imposé à toutes les puissances étrangères qui venaient ouvrir des industries, d'avoir ce qu'on appelle le transfert de technologie. Mais c'est à l'avantage de la nation, parce qu'aujourd'hui, la Chine est en train de fabriquer ce que les autres venaient assembler chez eux. Et donc, vous remarquez un peu que ce nationalisme orienté vers le développement a permis justement à une nation de prendre de l'avantage et de devenir la première puissance économique. Merci encore pour votre attention et à la prochaine rencontre. Le comportement dans les milieux du travail va changer. Par exemple, c'est ça les changements de mentalité. On va éviter les détournements de fonds de l'État. Donc, je suis en train de dire ici que les changements de mentalité deviennent centrales. Et c'est pourquoi, si nous sommes développés, c'est à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme. L'homme en tant que peuple, en tant que gouverneur, l'homme en tant que gouverneur. Donc, les changements de mentalité, c'est la voie de sortie, chers camarades. C'est la voie de sortie de ce sous-développement, c'est la voie de sortie de ce retard que nous avons à tous les niveaux, c'est la voie de sortie par rapport à la performance piètre que nous avons dans presque toutes nos universités. Les étudiants ne travaillent pas. Les étudiants s'adonnent à la tricherie, à des coopérations faciles avec les professeurs, ainsi de suite. Nous sommes en train de dire, pour avoir des bons étudiants qui vont changer ce pays demain, changeons de mentalité en tant qu'étudiants. Étudions plus, soyons plus disciplinés, prenons le devoir au sérieux et tout va changer. Merci. Il y avait une fois... Qui nous ont écoutés et ça nous fait énormément plaisir. Parlons des cas de référence. La dame me demande, est-ce que vous avez des références, vous avez des preuves que le nationalisme peut réellement amener au développement? Et où est-ce qu'on a vu ça réussir? Moi, je vous l'ai dit ici, je vis à Orlando, en Floride. Et ça fait 20 ans que je vis aux États-Unis. Ce que je vois là-bas, au fait du comportement individuel, je souhaiterais qu'on soit comme ça. Des gens qui vous sourient alors qu'ils ne vous connaissent pas, qui viennent vous parler alors qu'ils ne vous connaissent pas, qui viennent vous demander ce dont vous avez besoin alors qu'ils ne vous connaissent pas, en vous voyant seulement suspect des difficultés au monde. Des gens qui ne prennent pas ce qui ne leur appartient. Vous pouvez laisser un téléphone au supermarché s'il vous plaît. Vous venez faire les achats au monde, vous trouviez les téléphones dans les chariots, on vous appelle, venez chercher votre téléphone. Donc, je ne peux pas être loin. J'ai vu dans la société des comportements qui reflètent l'amour pour la nation, l'amour pour les prochains,
sont les soumassements du bien-être qui est dans cette pays. Il n'y a pas un autre élément. Puisque ce sont les mêmes comportements qu'ils vont avec au bureau, qu'ils vont avec à l'église, qu'ils vont avec dans les parcs pour aller s'amuser. Et on voit la joie partout. À part les quelques exceptions dans la société, il y a des fous. Ça ne serait pas manqué, même au siège, je vois, il y a des présents. Donc, pour dire que, effectivement, les changements de mentalité est clé. Et les changements de mentalité, c'est le nationalisme. Donc, c'est un tremplin réel pour le développement. Absolument. C'est prouvé. Et c'est ce que Donald Trump est en train de dire aujourd'hui quand il dit America First. America First. Qu'est-ce qu'il a dit? Achetons d'abord nos produits. Donc c'est un comportement. Quand vous allez au magasin, comportez-vous de cette façon. Cherchez d'abord les produits fabriqués aux États-Unis et puis les produits fabriqués ailleurs. C'est ça, America First. Donc, c'est encore une fois un comportement nationaliste qui renforce l'économie. Alors, pour revenir à la dernière question, elle voulait savoir les voies pour aboutir au changement de façon pratique. Nous avons l'éducation. L'éducation devient une opportunité d'être exposé aux connaissances qui nous aident à détecter le bien du mal, adopter des comportements qui soient responsables par le chemin de l'éducation. Et c'est pourquoi ça m'énerve quand je vois des étudiants à l'auditoire qui ne savent pas répondre à un ordre d'un professeur ordinaire. C'est le top qu'on peut avoir. Et en matière scientifique, nous attendons ce respect-là de la part des étudiants. Mais je suis en train de me répéter, c'est le bruit. Et ce sont les mêmes gens qui répètent encore les mêmes bruits. Donc, éducation, c'est une devoir. Deuxièmement, la mobilisation des médias. Les médias, c'est aussi un autre canal pour vulgariser les bases qui peuvent entraîner les changements de comportement. Les médias peuvent dénoncer les mauvaises pratiques, les mauvais comportements. Tu vois, je prends par exemple les taxis. Nous sommes en train d'avoir les embouteillages aux mêmes endroits chaque jour. Cela signifie quoi? Cela signifie que les Congolais manquent quelque chose dans la tête. Puisque si tu commets une erreur aujourd'hui, tu la commets encore demain, tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas pour ne pas répéter ça. Mais nous sommes en train d'avoir des embouteillages aux mêmes endroits chaque jour. Donc, éducation, médias. Troisièmement, nous pouvons également parler des initiatives dans la promotion des pratiques initiatives plutôt. Qu'est-ce que je vais dire par là? La circoncision, par exemple. La circoncision masculine était une pratique initiatique où on devait rassembler les jeunes garçons ensemble et les exposer à des façons de vivre qui soient plus productives. Donc, en révalorisant ces modèles de rassemblement, ça peut aussi devenir une façon de passer le message pour des comportements beaucoup plus pratiques et plus nationalistes. Okay? Nous pouvons également parler du symbolisme. Je voudrais être en mesure de voir chaque maison à Kinshasa posséder les drapeaux de la RDC. On pense que le drapeau ici est un tabou. On pense qu'avoir un drapeau, c'est un privilège. Alors que ça, c'est un bien que devrait avoir chaque citoyen. Chaque citoyen. Devant ma maison aux États-Unis, il y a les drapeaux américains qui flottent. Mon voisin, même chose. Et ça devient une référence par rapport au patriotisme. C'est un rappel symbolique que nous appartenons à une nation et qu'il y a un nous qui va au-delà du moi. Donc ce sont là, d'une façon non exhaustive, quelques repères par rapport à la question que vous avez posée. Merci. La même cause de la Bafole. Manque de nationalisme, manque d'amour pour son pays. Chacun y était pour ses intérêts personnels. C'est pourquoi cette humanité n'a mené ces pays nulle part. On a marqué les pas, on continue à marquer les pas
et avec le nouveau régime jusque-là, on ne voit pas non plus clair là où on va. Deuxième question, je dois dire que les luttes qu'on a connues aux États-Unis sont effectivement des luttes qui viennent corroborer la résistance. Et c'est pourquoi je me suis limité à parler seulement de l'esclavagisme. Je vous ai parlé de la manière dont les esclaves se sont révoltés contre leur seigneur. Et j'ai qualifié ça de nationalisme primitif. Puisqu'en fait, ils partagent une façon de vivre. C'est cette façon de vivre-là qui était violée. Donc, ça pouvait aussi être un nationalisme. Et puis, l'autre question. Ah ouais, il veut savoir si le fait que nous ayons plusieurs langues n'est pas une richesse. Je veux bien que c'est une richesse, mais c'est une richesse qu'on peut comparer à un couteau à double tranchant. Dans la mesure où, d'un côté, effectivement, nous pouvons nous sentir fiers d'avoir autant de langues en tant que nation. Mais en même temps, ce sont ces multitudes-là qui sont incapables de s'entendre pour créer la nation congolaise, pour créer les nous nationales. Les nous tribales ont préséance sur les nous nationales. Et c'est là où encore c'est un problème. Okay? Les personnes qui viennent de poser des questions, ça me montre vraiment que je ne parlais pas dans les déserts. Je sens que ce sont des personnes qui ont maîtrisé ce que j'ai dit, ils ont compris et m'en posent des questions. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir, dans le fond là-bas, Steve, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas apprendre dans le fond, il y a des gens ici devant qui veulent apprendre. Et ne gâchez pas la volonté des autres. Ça, c'est déjà une demande qui entre dans les nationalismes pragmatiques. Vous ne pas le faire. Alors, pour répondre à la question, je dois dire ici que l'usage du français est un fait accompli. Nous nous sommes retrouvés avec cette langue, puisque jusque-là, nous n'avions pas valorisé une langue qui puisse être intra-tribu, qui puisse être supra-tribu. Et c'est pourquoi le français est bien codé. S'il peut être parlé par les membres de n'importe quelle tribu, ça devient un avantage dans la mesure où ça nous permet de communiquer et de créer cette union à la communication. Donc je ne peux pas nécessairement le soulever comme le français, je le vois plutôt comme un véhicule, comme un outil qui permet de faciliter notre collaboration, notre communication. Donc c'est vraiment la bienvenue. J'aurais voulu que ce soit une langue africaine qui ait cette valorisation. C'est pourquoi en Tanzanie aujourd'hui, on est en train de vouloir faire remplacer l'anglais par le swahili. Et on est buté à certaines situations, par exemple en chimie. Comment est-ce qu'on va enseigner la chimie en swahili? Et ça devient des recherches vraiment approfondies qui peuvent prendre du temps pour faire ce passage de l'anglais au swahili. La dernière question portait voilà, sur le problème. J'ai été content de par les questions qui m'ont été posées, puisque c'est par les questions que j'ai compris l'attention qui était portée au discours. Et c'est donc pour dire que je suis convaincu qu'il y a eu échange ici, puisque l'audience me l'a prouvé en me posant des questions qui étaient directement liées à la présentation. Et c'est dans ce sens-là que je me sens un peu à l'aise d'avoir accompli ma mission. J'ai fait passer les messages, c'est à eux maintenant de digérer les messages et de les vivre. J'ai joué mon rôle et à eux de jouer le leur.